Vous pouvez être milliardaire. Quand vous amenez votre enfant chez le médecin, c'est lui qui a le vrai pouvoir. Pour moi, la société rémunère très mal les gens utiles. Oui, je me lève beaucoup plus tôt. Oui, je travaille beaucoup plus fort. Oui, je suis beaucoup plus déterminé. Oui, je bouge beaucoup plus dans la société. Et c'est normal que la société, l'ensemble, me rémunère à hauteur beaucoup plus que les autres. Est-ce que tu peux comprendre que tout le monde n'a pas envie d'avoir cette vie-là? Dans ce cas-là, qu'ils ne se plaignent pas de ne pas avoir d'argent. Dans ce cas-là, qu'ils ne se plaignent pas de galérer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous fais cette intro, c'est pour vous expliquer que ce que vous allez voir, c'est ce qu'on a tourné cet été au Delta Festival. Le Delta Festival, c'est un festival de musique qui a lieu à Marseille. Et dedans, il y a une association qui s'appelle Le Monde des Possibles qui organise des conférences, des débats et des interviews. Et cette année, on a eu la chance d'être leur partenaire et de pouvoir organiser des débats, des interviews. Donc vous allez avoir normalement 3 émissions sur cette chaîne YouTube. Voici la deuxième, pas de vidéo. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne sont rien. Faux. Vrai. Je suis millionnaire. Faux. Faux. Tout le monde aspire à être riche. Faux. Vrai. Moi, je suis entrepreneur, trader et investisseur sur les marchés financiers et vulgarisateur de finances sur YouTube. Je viens d'en bas. Vrai. Vrai. J'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent. Vrai. Faux. J'ai bossé 10 fois plus que tout le monde pour en arriver là. Vrai. Vrai. Alors moi je suis économiste, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les économistes atterrés, je suis professeur d'économie. On peut tous réussir si on le souhaite vraiment. Faux. Vrai. Pour moi, la réussite est synonyme de richesse. Faux. Vrai. Je considère avoir réussi ma vie. Moyen. Partiellement. Notre rémunération dépend de la valeur qu'on apporte. Absolument. Un SMIC, c'est suffisant pour vivre dignement. Faux. Faux. Certains influenceurs méritent plus que certains ouvriers. Faux. Vrai. Les Français n'aiment pas ceux qui réussissent. Faux. Absolument vrai. Le capitalisme, ça marche mieux que le socialisme. Faux. Vrai. Monter d'une classe sociale, c'est quasiment impossible. C'est faux. Vrai. L'argent, c'est indispensable pour n'importe qui. Vrai. Vrai. Il faut être indépendant de l'État pour réussir. Faux. Vrai. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Vrai, on peut avoir des avis différents et discuter. Oui. J'aimerais commencer, et bien sûr, vous avez la totale liberté de ne pas le faire, mais est-ce que vous seriez OK de donner quelques chiffres sur combien vous gagnez par mois ou par an? Moi, oui, mais que le professeur commence. J'ai un salaire de professeur, donc vous savez, un professeur dans le supérieur, grosso modo, c'est à peu près entre 4 000 et 6 000 euros par mois. C'est à peu près ça. Et après, j'ai des revenus en fonction de mes livres. Voilà. Et quelques interventions médiatiques. Aux alentours de 10 000 euros. Est-ce que vous pensez que le salaire que vous gagnez vous rétribue justement à la valeur que vous apportez à la société ou que vous pensez apporter à la société? Moi, particulièrement, j'estime que je suis pas, même si je suis entrepreneur et que je crée de la richesse, je suis pas payé à hauteur de ce que je vaux et de mes compétences et de mon intelligence. Même si aujourd'hui, oui, 10 000, moi, j'estime que je vaux 1 million par an. 1 million par mois même, peut-être. Mais le plus important, c'est qu'il faut toujours faut processer les choses. On ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. On a beau avoir de la valeur, on a beau avoir un potentiel, il faut savoir l'exploiter. Et dans le temps, ça prend de la durée, particulièrement quand on crée de la richesse et quand on crée de la valeur. L'argent, pour moi, c'est pas le premier moteur. Parce que si c'était le premier moteur, on a peut-être fait les mêmes études. Moi, j'ai fait de l'économie. À l'époque, c'était la finance qui gagnait beaucoup d'argent. La finance m'intéressait pas trop. Moi, c'était plutôt la compréhension du sous-développement d'un certain nombre de pays. C'était ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai choisi cette voie-là. Et si j'avais un autre discours dans mes interventions médiatiques, j'avais un discours pro-entreprise, pro-libéral, je serais beaucoup plus riche. Parce que les gens avec qui je débat, je les connais. Et ils intéressent plus les entreprises parce qu'ils ont un discours pro-business. Moi, les gens que je défends, dans mon discours, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils ne peuvent pas m'enrichir. Donc, le moteur n'est pas l'argent. Le moteur est ce qui m'intéresse. Vous voyez, là, j'ai fait un dernier livre. C'était un livre sur les vacataires de l'université. Mon éditeur, il m'a dit « Tu vas beaucoup moins bien vendre que tes anciens livres. C'est sûr, ça va moins bien marcher. » Mais je m'en foutais parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Donc, ce qui compte pour moi, c'est pas tant l'argent. Et d'ailleurs, on va y revenir. Hein. Pour moi, la société rémunère très mal les gens utiles. Une infirmière, un médecin va moins gagner qu'une nana sur OnlyFans ou un influenceur qui va faire. Alors que l'utilité d'un médecin, vous pouvez être milliardaire. Quand vous amenez votre enfant chez le médecin, c'est lui qui a le vrai pouvoir. C'est lui qui a la réussite. Et vous pouvez avoir des millions, vous êtes toujours devant lui comme ça. Quel est le diagnostic? Vous voyez? Et là, on se rend bien compte que la réussite, elle ne se détermine pas qu'avec l'argent. Elle se détermine aussi parfois par un savoir-faire que vous avez et que la personne en face n'a pas. Et elle pourra mettre tout ce qu'elle veut comme chèque.
c'est le médecin qui a le pouvoir et c'est le médecin qui a le rapport de force en sa faveur sans avoir l'argent qu'a la personne qui lui amène son enfant malade. Pas forcément, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'OnlyFans, d'accord? Tu as parlé de valeurs et de gens qui apportent des choses. Peut-être qu'une créatrice de contenu sur OnlyFans qui, aujourd'hui, apporte, on va dire, du bonheur temporaire à certaines personnes et qu'elle sait le faire pour beaucoup de personnes, ça justifie le fait qu'elle reçoive autant d'argent. C'est pas forcément... Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité concrète? L'utilité concrète pour ces personnes-là, c'est d'avoir de la dopamine, d'avoir du plaisir à l'instant T. Et c'est ça qui est payé. Ouais, mais peut-on faire une société qu'avec des influenceurs? Alors moi, qu'avec des gens qui font des YouTube, des OnlyFans? Non. Dans l'autre sens, où tu veux qu'on donne du mérite à l'infirmière, toi qui es économiste, toi qui connais les chiffres, toi qui as passé ta vie à regarder, comment on fait pour rendre des médecins et des infirmières millionnaires dans le monde qu'on a aujourd'hui? Parce que c'est bien beau de critiquer le système et de dire que les autres ne créent pas de la valeur ou de la valeur futile. Ceux qui créent de la valeur, toi qui es économiste, comment toi tu mets ça en place? Alors moi je vais t'expliquer. Il y a eu, dans toute l'histoire de l'humanité, une parenthèse. Uniquement aux États-Unis et dans les pays européens. Cette parenthèse, ça a été l'après-guerre 1950 à 1980. Cette parenthèse, c'est quoi? C'est un ouvrier a pu avoir une maison, des vacances, se soigner, payer des études à ses enfants. Aujourd'hui, dans des pays pauvres, l'ouvrier, il ne peut pas faire ça. Il peut rien épargner. Je veux dire, une couturière éthiopienne payée $20 par mois, et c'est l'État qui a fixé ce salaire pour attirer tout le textile et devenir le nouveau Bangladesh de l'Afrique, elle ne peut pas avoir de vacances, elle ne peut pas payer des études à ses enfants, elle ne peut pas se soigner. Cette parenthèse que nous avons connue aux États-Unis et en Europe, c'est une parenthèse où nous avons créé ce qu'on appelle l'État-providence. C'est une parenthèse où les taxations des très hauts revenus ont été très fortes et où il y a eu ce qu'on appelle de la redistribution. Cette parenthèse s'est fermée en 1980. Nous avons encore un État social en France, mais il est attaqué de toutes parts, attaqué par le gouvernement, parce qu'il y a des gens pour qui payer quelqu'un, payer un prof, après 20 ans de carrière, plus de 2000 balles, ils trouvent ça scandaleux. Payer une infirmière plus de 2000 € après 20 ans de carrière, c'est trop cher. C'est ça aujourd'hui la société. C'est trop cher parce qu'une partie ne veut pas payer ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas payer plus d'impôts. Voilà. Alors on dit qu'en France, tu as dit, je finirai là-dessus, tu as dit qu'en France, dans les débats qu'on a dit, c'était un pays où on ne pouvait pas réussir, grosso modo. Mais vous vous rendez compte que la France, 1% de la population mondiale, 1%, 70 millions d'habitants, 1%, a eu quand même l'homme et la femme la plus riche du monde. 2 héritiers, soit dit en passant. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays où on peut encore réussir tout en ayant un J'ai État pas dit qu'on providence. peut pas réussir en France. J'ai dit qu'on peut pas tenir sur l'État pour réussir en France. Et c'est là où j'avais répondu. La présence de l'État en France. La présence de l'État. C'est dans ça que la question était sur la dépendance de l'État. réussir en France. J'étais dans ma lancée, il fallait que je pervertisse un peu ton propos. Pour en revenir sur ce que disait Thomas, comment toi tu vois la capacité qu'on aurait de réussir à valoriser, ou pas d'ailleurs, en fonction du modèle, quel modèle tu construirais pour les médecins, les infirmières? Est-ce que c'est la loi du marché? Pour moi, la médecine en général, il ne doit pas y avoir de prix. Même si je suis investisseur et que je suis sur les marchés financiers, par exemple, on a eu avec le Covid toutes ces boîtes de pharma qui ont fait énormément d'argent. Je ne rentre pas dans le débat, fallait-il vacciner ou pas, je ne rentre pas dans ça. Je parle vraiment dans le côté financier. Beaucoup de personnes se sont enrichies par rapport à ça. Pour moi, il y a un droit qui est universel où la santé, on ne devrait quand même pas... j'ai de l'argent, je me soigne, j'ai pas d'argent, je me soigne pas. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où on paye tout, où on avance tout. Et ça fait que, de mon point de vue, quand moi je vois d'où je suis parti, je suis obligé d'avoir la dalle. Parce que si moi, je veux pouvoir être bien, je veux pouvoir me soigner, moi je suis focus. C'est-à-dire, l'homme que j'ai en face de moi, il est focus sur quand un verre, il est à moitié vide, il cherche à comprendre pourquoi le verre d'en face est à moitié vide. Moi, je suis juste focus sur j'ai encore de l'eau, je peux encore boire. Et je vais boire cette eau. C'est-à-dire que je ne vais pas me préoccuper forcément de oui, la société, elle est malade. Oui, la société... Non, qu'est-ce que moi, je peux faire à l'instant T? Dans ce cas-là. Et moi, je vais aller chercher la création de richesse. Malheureusement, c'est vrai que la médecine, c'est quelque chose de bien, mais dans les conditions qui sont aujourd'hui où on a malheureusement les investisseurs et tous les capitaux qui ont pris tout le monopole, je ne suis pas là pour résoudre les problèmes, je le dirais comme ça. La question que tu soulèves, Chris, c'est la question du ratio entre le travail qu'on fournit, l'utilité qu'on a et la valeur qu'on crée pour les gens.
Comment on résout cette équation-là? Parce que Ah, mais- dans ton discours, ça a l'air très désaligné en fait. Ces Mais- 3 endroits ont l'air Moi, très je crois désalignés. que les métiers les plus utiles sont les moins bien payés. Et nous l'avons vu, vous savez, quand nous l'avons vu pendant le Covid. Pendant le Covid, le président de la République a dit nous devons nous rappeler que c'est ceux qui tiennent la société aujourd'hui, c'est ceux qui ont été très maltraités pendant des années. C'est-à-dire, c'était les infirmières, les gens des hôpitaux, les éboueurs, les magasiniers. Tout cela, c'est ceux qui tenaient les agriculteurs, c'est ceux qui tenaient la société et c'est ceux qui étaient les plus mal payés. Donc, effectivement, vous vous rendez compte, quand vous avez un enfant, ceux qui ont des enfants le savent, vous avez un enfant, vous devez recommencer à travailler, vous confiez votre enfant dans une crèche. La puéricultrice de crèche, vous pensez qu'elle gagne combien? Je veux dire, quand on est à Paris, ou même à Marseille, mais à Paris, il n'y a aucune puéricultrice, je pense, qui vit dans Paris intramuros. Parce qu'avec son salaire, elle vivrait dans 15 mètres carrés. Donc les puéricultrices qui viennent s'occuper de vos enfants, elles font parfois 1h30 de transport. Vous lui donnez la prunelle de vos yeux. Et elle va être payée 1200 balles, 1300 balles. Ben, c'est scandaleux, c'est quand même scandaleux. Alors que là, vous lui donnez la chose la plus importante. Vous voyez, donc on est dans une société où aujourd'hui, l'utilité sociale d'un OnlyFans, d'un influenceur, et allons même plus loin, d'un trader, je ne sais pas si elle est comparable à l'utilité sociale d'une infirmière, d'un professeur, d'un médecin, d'un éboueur, d'un agriculteur. Et pourtant, ces gens-là gagnent des fortunes, des salaires bien plus élevés que les autres. Tu habites Paris. Ouais. Tu es venu comment? Pardon? Tu es venu comment? TGV. En TGV, qui a été créé par Alors, Alstom, boîte française. c'est une entreprise française. publique Public que Macron a gérée à revendu. 100%. Mais Voilà. Pour dire, cette boîte-là, d'accord, elle s'est développée et tu as pu te déplacer parce que Alstom, parce que le développement du TGV. Ce développement du TGV-là, c'est parce qu'il y a eu des ingénieurs, des gens qu'on a fortement payés pour aider aujourd'hui à la connectivité du pays. Donc, oui, les médecins, oui, ce sont des boulots qui sont utiles, d'accord, mais pour le développement d'une société, pour créer de la richesse, pour permettre à ce que toi, aujourd'hui, tu débattes devant moi, tu as pris un TGV qui a été financé par des hauts salaires et où les gens ont gagné de l'argent derrière. Et toutes les inventions, aujourd'hui, un trader ou un investisseur, ça sert à rien, mais il dynamise les entreprises à faire des bénéfices. Et ces entreprises-là, quand elles font des bons bénéfices, ça génère des dividendes et ça renforce encore plus de riches qui vont continuer à investir. Parce qu'aucun riche ou ultra riche thésaurise son argent. On est bien d'accord. C'est toi l'économiste, on est bien d'accord là-dessus. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et d'ailleurs, là, tu me racontes un conte de fées qui n'existe pas. Alors Pourquoi? déjà, on va prendre ton exemple du TGV. Le TGV, alors c'est une entreprise. La SNCF est une entreprise publique. Le TGV est le fruit finalement d'investissements publics massifs avec une vision de quelqu'un qui s'appelait De Gaulle, qui a eu la même vision dans le nucléaire, qui a eu la même vision aussi sur le diesel, et ainsi de suite. Donc en fait, le TGV, c'est une innovation énorme qui est plutôt en fait le fait d'un État stratège et d'investissement public. Je vais vous donner une autre histoire avec un parallèle. Regardez ce téléphone. Ce téléphone, on dit souvent que c'est une innovation de Steve Jobs. Mais non, mais Steve Jobs a pu avoir un smartphone qui lui a fait gagner beaucoup d'argent parce que toutes les innovations qui sont dedans sont des innovations de l'État américain. Internet, c'est le DARPANET, c'est de l'investissement public. L'écran tactile, c'est des professeurs d'université publique qui l'ont inventé. Le GPS, c'est pas un entrepreneur, c'est de l'investissement public. La reconnaissance vocale, c'est de l'investissement public. Donc là, vous voyez très bien quelle est la force plutôt de l'État qui, en amont de la chaîne d'innovation, innove pour qu'ensuite un entrepreneur arrive derrière, reprenne tout et dise « c'est moi le génie, c'est moi qui ai tout inventé ». Et il va sortir un livre, l'entrepreneur, où il va nous raconter que quand il était jeune, dans son garage, il a fait des choses, que Elon Musk, il allait à la chasse avec son père. Il nous raconte toute une histoire sur des qualités personnelles, alors tout ce qu'il a dépend d'investissements publics financés par le contribuable et les universités publiques. Mais on est en train de déplacer le débat. Parce qu'on est en train de parler de l'investissement public ou pas. On va revenir sur la réussite individuelle juste. Alors qu'on était là plus pour parler de réussite individuelle. Mais je veux juste rebondir sur cette petite histoire que tu dis d'investissement public et tout ça. Et que Steve Jobs dit, moi j'ai inventé le téléphone. Quel est le plat préféré que ta mère te fait? Spaghetti bolognaise. Des spaghetti bolognaise. Ta mère n'a ni inventé les pâtes, ni la bolognaise, ni la viande. Et pour autant, quand c'est ta mère qui le fait, tu lui donnes énormément de valeur parce qu'elle sait le faire de cette façon-là. Et c'est la même chose avec les entrepreneurs que tu as cités. Même s'ils ont pris des choses qu'eux n'ont pas créées,
ils savent et ils l'ont mis et ils ont créé cette valeur-là. Et donc, ta maman peut dire, j'ai créé les pâtes bolognaises. Elle va pas dire, non, j'ai pas créé parce que les pâtes existent dans la nature, ça marche pas ça. Alors, Et c'est la même chose pour l'iPhone et toutes ces choses. alors, l'exemple concernant ma mère n'est pas réel, puisque là, il y a autre chose qu'à prendre en compte. On avait dit pas les mamans. L'amour, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et parfois, j'ai un manque de discernement. C'est-à-dire que les pâtes de ma mère vont être moins bonnes que les pâtes du restaurant, mais jamais je lui dirai parce que je l'aime. C'était un parallèle. Voilà, pour c'est un établir le parallèle. Un petit peu, tu sais, quand tu as une entreprise, que tu le laisses à ton fils, c'est pas forcément le meilleur de l'entreprise, mais c'est ton fils. Donc, tu lui laisses. Tu vois, donc voilà. Mais bon, oui, tout à fait. Oui, okay. Mais j'aimerais dans ce cas qu'on bascule sur la réussite individuelle. Je reprends l'exemple de Steve Jobs qui est encore aujourd'hui la figure tutélaire de l'entrepreneur innovant, génie fou qui réussit à changer le monde. Quel est le mérite on peut donner à une personne individuellement dans son parcours ? Tu as grandi dans des quartiers populaires du 93. Oui. Aujourd'hui, tu t'en es sorti par tes propres moyens. Alors, je conteste pas que tu as probablement une bonne éducation de tes parents ou autre, mais comment toi tu vois ton propre mérite ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que c'est toi-même ? Comment tu vois ton propre regard sur toi-même déjà ? Moi, je vois le propre mérite par la capacité à changer la société. Comme Steve Jobs, qu'on n'arrête pas de citer, sa capacité, comment il a modernisé le téléphone, comment il a modernisé, l'iPod, l'iPhone, l'ordinateur aussi, puisque moi, je suis fils de graphiste. Donc moi, je connais les Apple, les Mac, des anciennes générations G1, G2, G3, G4, où personne n'utilisait ça. Et lui, il a réussi à moderniser ça et à rendre ça sexy. Aujourd'hui, on a des gens qui achètent des MacBooks alors qu'ils n'en ont même pas besoin, mais comme voilà, c'est devenu un objet de valeur sociale. Donc, pour moi, la valeur d'un homme et la valeur d'un entrepreneur, c'est sa capacité à changer la société, positivement, négativement. Et plus tu la modifies, plus tu apportes. Et j'insiste encore une fois sur cette création de valeur, sur cette création de richesse. Moi, un de mes mentors m'avait dit, tu veux créer un business ou tu veux créer une société, cherche à résoudre le problème des gens. Quand tu vas résoudre le problème des gens, peu importe le prix que tu vas mettre, plus tu vas le résoudre, plus les gens vont te balancer leur argent à la gueule. Et c'est ce que je vois chez tous les gros profils de réussite. Il y a un entrepreneur particulier qui, toi, t'inspire de ce point de vue-là ? Il y en a plusieurs. On va commencer par mon père, parce que j'ai grandi avec lui et il m'a bien aidé. Parce que tu l'aimes, ouais, mais j'aime mon père, mais parce qu'il est efficace. Mais parce qu'il On avait dit pas les papas. Après ça, j'en ai quand même, oui, j'ai Steve Jobs, j'ai l'entrepreneur de Nike dont j'ai oublié le nom, parce que lui, j'aime bien son histoire. Je crois qu'il avait commencé avec ASICS, et après, il a dévié. Après, pour le reste, j'ai pas vraiment de fans. J'ai juste des histoires, des storytelling. Et après, je suis pas très fan non plus des entrepreneurs comme Elon Musk, malgré tout, très belle boîte, et j'ai bien bouffé avec sa boîte comme Tesla. Lui, je suis pas très fan. Moi, j'aime beaucoup les entrepreneurs dont les parents n'ont pas trop aidé. Peut-être ils ont donné un peu de cadre, mais pas comme Elon Musk. Quand on regarde bien, lui c'est différent. Lui, il allait... on avait bien tracé la voie pour lui. Comment tu vois le mérite individuel d'une réussite individuelle ? Non, moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs qui arrivent à faire des choses comme tu l'as dit, Steve Jobs. Ils ont un vrai talent. Il faut leur reconnaître quand même un vrai talent. Ce qui m'embête, moi, c'est que dans le narratif, on a l'impression qu'ils ont tout fait tout seuls. C'est-à-dire Warren Buffett, qui a été quand même la première fortune mondiale, a eu l'intelligence de reconnaître. Il a dit « Je suis devenu très riche parce que je suis né aux États-Unis et parce que j'étais dans une filière, la finance, où on pouvait gagner beaucoup d'argent. Si j'étais né au Bangladesh, je devrais me battre tous les jours pour gagner quelques dollars et nourrir ma famille. » Donc il a eu cette intelligence de comprendre que la réussite est due à des institutions et due aussi à un domaine dans lequel vous êtes. Vous pouvez faire... Dans le boom du digital, vous gagnez plus d'argent les 10 dernières années que probablement les 10 prochaines. Dans la finance, vous gagnez plus d'argent avant la crise de 2008 qu'après la crise de 2008, on a pu se réglementer. Donc, il y a des institutions, il y a des domaines où vous allez gagner plus d'argent et d'autres où vous allez en gagner moins. Et surtout, ça dépend beaucoup, dans le cas d'Elon Musk, mais aussi dans le cas de Steve Jobs, encore une fois, d'innovations qui ont été faites par des chercheurs, etc. Je veux dire, aujourd'hui, prenons l'exemple, allez, restons dans le cadre des influenceurs Internet. Vous allez avoir des gens... Il n'y a pas que eux, hein, il ne faut pas faire une fixette que sur eux. Non, mais restons dans ce cas-là. Vous avez des gens qui sont suivis par des millions de personnes, qui vont vous faire des slides d'infos. Dans ce qu'ils mettent dans l'info, c'est pas eux qui ont créé l'info. C'est pas eux qui ont produit l'info. Parfois, ils vont même vous mettre des infos. Tel rapport a dit ça du GIEC, etc. Mais c'est pas eux qui ont produit l'information, c'est des scientifiques derrière qui ont amené l'information. Eux, ils gagnent l'argent en faisant un relais.
mais l'utilité est beaucoup moins forte. Mais Alors, tu est-ce fais un que- relais avec tes Oui, livres. mais est-ce qu'on peut dire après, est-ce qu'on peut dire, je vais au bout, excuse-moi, est-ce qu'on peut dire à cet influenceur qui relaie de l'information qu'il n'a pas créée que tout l'argent qu'il a gagné, c'est uniquement grâce à lui? Mais non, c'est faux. Il a pris ça dans des rapports du GIEC ou ailleurs, ou etc. Donc, l'argent qu'il a créé, elle est collective quelque part. Elle est due aux scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Elle est due à sa plateforme où il a relié les choses. Il est dû au fait qu'il vit dans un pays où il y a de la 5G, parce qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de 5G, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la richesse est tout le temps collective. Et c'est la même chose avec tes livres. Mais bien Mais sûr. ton savoir, quand aujourd'hui tu expliques, je sais pas moi, l'application du marxisme, ou, je connais pas ton style d'écriture, hein, d'accord, marxisme, ou de Keynes, ou toutes ces choses-là là, qu'on voit en économie, c'est pas toi qui l'as inventé. Toi, Alors- aujourd'hui, tu en fais la transposition et puis tu l'appliques. Le livre que tu utilises, c'est pas toi qui as inventé le papier, c'est pas toi qui as inventé l'imprimerie, et pourtant tu t'en sers. Donc en fait, toi-même, tu es le propre produit de ce que tu es en train de... Ah non, alors là, tu te trompes, parce que tu sais, je suis un scientifique. Donc j'ai des articles de recherche. Non, j'ai pas dit que t'as pas Ah, fait de recherche. Ouais, mais je te dis, la recherche, pour que ton article soit accepté, il faut Oui. qu'il y ait quand même une plus-value à ce qui existe dans le domaine académique. Donc tous mes livres se nourrissent de mes travaux, mais aussi de mes réflexions. Parce que si tu écris un essai, enfin quand tu vas voir un éditeur et que tu écris un essai, la première chose qu'il te pose, c'est qu'est-ce que ça apporte au débat actuel? Si tu n'as rien de nouveau, tu l'écris pas. Tu vois, je veux dire, c'est... Donc quand même, il y a quand même un truc, tu vois, il y a toujours un point de vue, une manière de voir les choses, une proposition, quelque chose qui est une plus-value, tu vois. Mais d'un point de vue normalement. extérieur, c'est tous la même chose. On part tous Mais de bien ce qui sûr. existe et Je- après on je va vais- de l'avant. Mais là où tu as raison, je bénéficie de l'imprimerie, je bénéficie de l'encre, je bénéficie de mes éditeurs, je bénéficie de mes distributeurs, et jamais, je dirais... Et d'ailleurs, quand vous faites des livres, vous n'arrivez jamais à refaire la même chose en termes de vente. J'ai même édité des livres. J'ai cru que je pouvais faire comme Jean-Jacques Goldman, des tubes avec tout le monde. J'ai édité des gens qui ont fait des livres qui n'ont pas marché, d'autres qui ont mieux marché. Ce qui veut dire que dans la réussite, il y a aussi un facteur chance. Il y a aussi un facteur chance qui est indéniable. Donc je ne peux pas dire je suis le meilleur, tout ce que je touche se transforme en or, touchez-moi, vous allez voir. Il y a Mais dans- tellement de dans- facteurs dans la réussite qu'on peut Oui. pas dire ça. Mais dans ce cas-là, je retournerai la chose. On dit que, bah, du coup, enfin, tu dis que ça dépend de plein de facteurs externes et tout. Mais si on retourne la chose dans l'autre sens, les personnes qui sont dans le public, les personnes qui nous regarderont sur YouTube, c'est quoi, comment eux, individuellement, ils peuvent optimiser leurs chances de réussite? Ou est-ce qu'on leur dit simplement, c'est que du hasard, que de la chance, de toute façon, vous avez rien à faire? Non, c'est pas du hasard. Et moi, je vais parler vraiment de mon expérience personnelle parce que même si aujourd'hui j'ai explosé sur les marchés financiers et dans le trading, avant ça, j'ai fait photographe, j'ai fait de la vidéo, j'ai travaillé dans les arts graphiques de par ma famille, j'ai fait manutentionnaire, j'ai tenté d'être pilote d'avion, j'ai tenté d'être pilote de course. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin, j'ai fait plein de choses. Et en fait, c'est un parcours de vie où, depuis le début, je cherche. En fait, moi, je vous prends un bon exemple. Je suis un chercheur d'or. Donc, je peux dire, ouais, dans la colline, là-bas, il y a de l'or. Oui, d'accord, je prends ma pelle, j'y vais, je commence à creuser. Et ça peut me prendre, je peux avoir de la chance, 2 semaines. Je peux mettre 15 ans aussi. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que moi, j'abandonne. Donc déjà, il faut déjà avoir cette volonté de se dire, OK, moi, je dois aller chercher de l'argent là où il y a de l'argent. Maintenant, où est-ce qu'il y a de l'argent? Quand j'ai commencé, moi, à chercher de l'argent, il n'y avait pas tout ce qui était le digital aujourd'hui. Il y avait, on va dire, un peu de l'argent un peu plus terre à terre, puisqu'aujourd'hui, j'ai 35 ans. Donc, à peu près à partir, j'ai eu mon bac en 2007-2008. Et donc, au début, moi, je voulais faire une carrière d'ingénieur. Et puis, au moment où je suis diplômé, qu'est-ce qui se passe 2-3 années après, enfin, pendant que je suis à l'école, on se rend compte de quoi? Il y a la crise de 2008 et elle change radicalement tout pour toutes les grosses boîtes. Et après, il faut faire une rotation de business et il faut aller chercher l'argent où est-ce qu'il est. Moi, je suis simplement toujours focus sur où est-ce que l'argent il est. Aujourd'hui, l'argent il est dans le digital, et ben, il faut être dans le digital et se dire qu'est-ce qui n'est pas fait ou qu'est-ce que quelqu'un a déjà fait et comment moi je peux l'améliorer. Aussi simple que ça. Pas de chercher des non-solutions. Moi, je le vois comme ça. Alors moi déjà, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on appelle la réussite. Je veux dire, moi, Là, on est plutôt sur le sujet financier. Non, ouais, mais je suis mal à l'aise avec ça. On parce juge tout sur la réussite financière. Non, mais non. Quand aujourd'hui, on parle, et les gens sont là, quel est le premier critère? Le premier critère, c'est pas que je fasse 1m90, que je suis costaud, que je suis grand. Mon premier critère qui va juger ma réussite et ta réussite, on va regarder ta valeur, ton portefeuille. Peut-être pas toi parce que tu es peut-être trop à gauche ou tu es trop dans les chiffres, mais dans la réalité,
quand on regarde, et la plupart des gens, c'est qui on est et combien on vaut. Non. Alors, la première réussite pour moi, c'est d'arriver à vivre de ce que tu aimes. Et vous savez, quand mes étudiants... Alors, ce qui me désole, moi, aujourd'hui, dans la société, c'est que vous avez plein de métiers qui ont une vraie valeur, une vraie utilité et qui sont très mal payés. Et qui, effectivement, mettent les gens dans des difficultés parce que quand vous n'avez pas votre salaire, quand votre salaire comme un prof est gelé depuis 25 ans, c'est très difficile de s'en sortir quand les prix de l'immobilier ont fait comme ça. Donc, Oui, vous voyez, mais non, mais attends. Vraiment, moi, quand j'ai des étudiants en première année, et souvent, c'est des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils arrivent, monsieur, comment on gagne de l'argent? Et moi, je leur dis, mais je sais pas, trouve un truc qui t'intéresse. Et syndrome du Et professeur. après, si ça t'intéresse, tu vas peut-être devenir un peu bon et là, tu pourras en faire quelque chose. Mais le but, c'est pas de gagner. L'objectif, c'est pas de gagner des millions. Sinon, si tu as une fille de 15 ans, comment tu gagnes des millions? Je sais pas, va te refaire les seins, va te refaire les fesses, fais-toi des selfies. C'est ça que tu vas dire à ta fille? Moi, personnellement, c'est pas du tout ce que je dirais à ma fille. Vous voyez, et j'ai pas ça. Et pareil pour un enfant, s'il me dit, j'ai envie d'aller dans le trading parce que je veux gagner de l'argent. Et je dis, mais c'est pas ça. Est-ce que tu aimeras le trading? Moi, je connais plein de traders de mon âge qui gagnent plein d'argent, qui sont déprimés, qui vont dans n'importe quel club de réflexion pour réfléchir un petit peu, qui parfois arrêtent et changent de vie. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont travaillé dans le conseil. Moi, j'ai une ancienne étudiante qui était une des meilleures. Je vais pas dire son nom de famille parce que peut-être elle regardera, elle s'appelait Charlotte. Une des meilleures en cours, etc. La nana, elle a bossé dans le conseil, consultant. Je vois sur LinkedIn un jour, elle fait un voyage humanitaire, etc. Je vois qu'aujourd'hui, elle est devenue sophrologue. Eh bien, figurez-vous qu'elle me dit, je gagne beaucoup moins, mais j'ai jamais été aussi heureuse. Donc, vous voyez, parfois, on a trop poussé les gens à dire, c'est l'argent, ils voient sur les réseaux sociaux, c'est l'argent, c'est la Lamborghini, c'est ça. Ils ont des idées complètement déplacées, ce qui les empêche de s'écouter et de se dire qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Oui, on est riche quand on dit, je n'ai rien besoin d'autre que de faire ce que j'aime. C'est ça la vraie richesse. C'est pas une Porsche, 2 Porsche, 3 Porsche. Et dans ce cas-là, pourquoi tu donnes pas cours dans les écoles dans lesquelles on a grandi plutôt que dans des écoles privées parisiennes? Eh ben, je vais t'expliquer tout de suite ça parce que j'ai écrit un livre dessus. Tu n'es pas censé savoir, mais peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années à l'université française? Il y a eu une explosion des étudiants et une baisse des postes. Donc moi, j'ai été vacataire pendant 6 ans à l'université. Vacataire, c'est l'équivalent en fait d'un médecin étranger à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il est aux urgences, il soigne votre enfant ou votre père quand il est malade aux urgences, mais il a un statut d'étudiant et il est payé au lance-pierre. Moi, c'était pareil. Je faisais tourner la fac, j'étais payé 2 fois par an tous les 6 mois, jusqu'à 35 ans. 2 fois par an, à 30 € de l'heure, heure de cours, non renouvelée depuis 25 ans, ne tenant pas compte de l'inflation depuis 25 ans. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à 35 ans, une école de commerce a recruté 30 profs vacataires. Et là, oui, j'ai accepté, j'ai eu mon premier CDI. Mais sinon, j'aurais été dans le public. J'ai été formé par le public. Et d'ailleurs, c'est pas incompatible que le privé profite de la formation du public. On vit dans une économie mixte et c'est le cas aujourd'hui. On forme dans les écoles de commerce, dans les universités, des gens qui vont bosser dans le privé. Moi, j'étais formé dans le public et j'étais bossé dans le privé. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et te poser la question, Chris. Tu disais en parlant de l'exemple de ton étudiante qui fait de la sophrologie maintenant et qui gagne moins mais qui est heureuse, cette espèce de contrainte qu'on a tous individuellement de devoir gagner sa vie pour ne serait-ce que survivre. Est-ce qu'il faudrait arriver, et encore plus dans une ère de l'IA et de la robotisation, vers une forme de salaire ou de revenu universel? Absolument pas. Absolument pas, parce que quel est l'intérêt déjà, si je me mets moins... Ça ne permettrait pas à ce que les gens aillent faire leur passion? Vivent quoi? Vivent de leur passion. Vivent de leur passion. Donc on a tous un revenu en commun. L'homme qui est en face de moi sait qu'il y a des gens qui ont essayé, il y a quelques années, dans les années 80, un pays qui aujourd'hui a été connu et au même niveau que les États-Unis, mais qui aujourd'hui vaut rien du tout, a voulu créer un système commun communiste. Je ne sais pas si l'homme en face de moi est déjà parti à Cuba. Moi, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Ça donne pas envie. Le Venezuela, ça donne pas envie. Donc en fait, même si c'était pas des revenus universels, ce sont comme des prémices et ça n'a pas marché. La seule chose que le communisme, ça a amené, c'est la pauvreté. Et là-dessus, vous n'allez pas me contredire. Donc, d'accord. Donc, pourquoi vouloir instaurer un revenu universel pour tout le monde, dans le cas où je sais déjà que ceux qui ont essayé un peu de faire quelque chose de commun pour tout le monde, ça n'a pas marché. Première chose. Deuxième chose, si le mois d'il y a 15 ans, on m'avait mis dans un truc de revenu universel, je serais resté dans ma cité, à vivre du RSA, à vivre des allocations, et jamais je me serais dit, quand j'étais petit, de voir des hommes comme
comme je suis d'origine africaine, de voir des Michael Jordan, de voir des Kobe Bryant, et de me dire, ouais, je veux des millions comme eux. Par contre, moi, je suis mauvais au basket, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux... Donc, en fait, moi, ça m'a motivé. Et on va encore plus tuer ces gens qui sont d'en bas. Et les gens comme Elon Musk, on s'en fout, ils ont leurs parents. Mais les gens comme moi, des gens qui viennent d'en bas, et juste pour savoir, il y a des gens qui viennent d'en bas ici ou pas? Ou il y a tout le monde qui vient d'en haut? Ok, il y a des gens qui viennent d'en bas. Et vous avez tous été, à un moment donné, motivés par cette réussite. Oui, le financier, oui, il y a le fait d'apporter de la valeur. Mais ça, pour moi, le revenu universel, absolument pas. C'est la plus grande bêtise. Et on a déjà vu des tests, comme j'ai dit au début, avec le communisme. Comment tu revenu universel? Alors attends, d'abord j'aimerais quand même répondre parce que vous savez, dès qu'on demande une société un peu plus égalitaire, une société un peu plus redistributive, ce que nous avons vécu pendant les 30 Glorieuses, ce qu'ont vécu les États-Unis entre 50 et 70, dès qu'on demande ça, on nous renvoie toujours au Venezuela, à Cuba, de manière systématique. Alors, calmons-nous. Personne ne veut de Cuba, personne ne veut du Venezuela, hein, d'accord? Nous sommes tous d'accord avec ça. Personne ne veut de l'URSS, personne ne veut du Gosplan, et nous sommes tous d'accord avec ça, et moi en premier lieu. Maintenant, on peut s'interroger sur la question à un moment des inégalités. Vous savez, depuis les années 80, je vais vous donner un chiffre très simple. Les 1% les plus riches de France, les 1%, qui détiennent 25% du patrimoine, c'est-à-dire 25% de l'immobilier de ce qu'il y a dans les comptes en banque. Ces gens-là, les 30 dernières années, ont vu leurs revenus augmenter de 100%. Le reste de la population, les 99, n'ont vu leurs revenus augmenter que de 25%. Ce qui veut dire que la répartition, les règles économiques même, se sont faites en faveur de ces gens qui ont 25% du patrimoine français. Dans les 30 Glorieuses, les 1%, c'était l'inverse. Ont vu leur richesse augmenter, ils sont devenus de plus en plus riches, mais à hauteur de 25%. Quand le reste de la population a vu arriver ce qu'on a appelé la classe moyenne. Vous voyez? Et c'était pas le communisme, hein. C'était De Gaulle, c'était pas le communisme. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont se dire, tiens, les 500 premières fortunes françaises sont passées, ont vu leur fortune multipliée par 6 en 15 ans, et trouvent ça normal. Mais si ça a été multiplié par 6 en 15 ans, c'est que les règles économiques qui ont été mises en place les favorisent plus que le reste de la population. Quelqu'un qui a 50 000 euros de côté n'a pas vu sa fortune multipliée par 6 en 15 ans. C'est faux. Quelqu'un qui a acheté un appartement a rarement vu son appartement multiplié par 6 en 15 ans. C'est faux. Ceux qui ont des milliards, les 500 premières, ont vu leur fortune multipliée par 6. Donc l'économie est plus au service de ces gens qu'au service de la majorité d'entre nous. Pas forcément vrai. Une grand-mère qui a acheté un appartement à Paris il y a au moins 15 ans, ça a bien triplé, quadruplé. Et en plus de ça, là je parle d'expérience... Il y a 30 ans. Ouais, ok. Ouais, parce que 15 ans, mais bon, allez-y. Alors même 15 ans, ça fait quoi? Ça fait 2005? Fois 6 en 15 ans, j'y crois pas. Ok, ouais. Mettons 30 ans là-dessus. Un appartement à 300 000 euros qui vaut 1 million. Tout à l'heure, tu as parlé... Mais tu as cette faculté, c'est pas mal, hein, c'est une belle faculté, et on sent l'expérience des plateaux télé, de quand on pose une question, de toujours aller dévier et de partir dans le sens qui t'arrange. Je suis contre le revenu universel aussi. Je suis contre. D'accord, c'est ça que j'avais pas entendu. En fait, mais pourquoi je suis contre le revenu universel en fait? Et donc en fait, tu dis plus de redistribution, mais pas forcément revenu universel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je pense que la redistribution, comme elle fonctionne en France, est très bien. Et le problème, c'est qu'on veut en finir avec ça. C'est-à-dire qu'en France, c'est quoi? Quand tu es au chômage, tu as une assurance chômage. Et c'est une très bonne chose. Bon, il y a eu 3 réformes dessus, mais c'est une bonne chose. Quand tu es vieux, à partir d'un certain âge, même si on veut reculer l'âge de plus en plus, tu as le droit à la retraite. Et c'est une très bonne chose. Nous avons en France, écoutez, la retraite médiane, c'est 1 600 euros. C'est-à-dire qu'il y a 50% des retraités qui gagnent moins, 50% qui gagnent plus. Et malgré cela, pour des gens, c'est trop. Et malgré cela, nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. C'est ça la réalité. En Allemagne, il y a 3 fois plus de retraités pauvres. Et il y a des gens qui trouvent que le modèle allemand, c'est bien. Allons au modèle allemand. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes un retraité qui a du patrimoine. Vous avez hérité ou vous avez, dans votre vie, bien gagné votre vie et vous avez des appartements. Votre pension de retraite baisse, pas de souci, vous louez vos appartements. Vous êtes un retraité qui n'a pas de famille, rien. Vous n'avez pas de retraite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devoir travailler jusqu'au bout de votre vie. Vous allez être serveur à 70 ans dans un fast-food. Et vous êtes un retraité qui a des enfants comme toi et moi, avec nos parents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir, nous, de notre poche pour donner à nos parents. Donc, on va passer d'un système, finalement, public, par répartition, où tout le monde cotise, et tout le monde cotise pour l'ensemble des vieux, un système individuel, où ceux qui ont les moyens cotiseront pour leurs parents, ceux qui n'ont pas leurs moyens feront bosser leurs parents jusqu'à la mort,
et les autres qui ont du patrimoine vivront bien. Et ça, c'est un système pour moi qui est inégalitaire. Le modèle social français permet de corriger en partie ces inégalités. Donc moi, je suis plus pour préserver le modèle social français comme il est, ce qui n'est pas le cas depuis quand même une quinzaine d'années, hein, plutôt que d'aller vers un truc revenu universel qui pour moi n'a pas de sens. Pour moi, il faut aider ceux qui en ont besoin et pas donner un revenu universel comme ça, qui souvent d'ailleurs a pour but de simplifier les choses et de diminuer les prestations dans son ensemble. Tu parlais de cette question de la protection sociale, de cette question de comment on prend soin des uns et des autres en collectivisant. J'aimerais poser la question aussi de l'utilité sociale de la volonté de réussir et de la réussite. On a beaucoup parlé sous les 2 mandats de Macron de la théorie du ruissellement, donc l'idée selon laquelle les personnes fortunées, plus elles ont de l'argent à disposition, plus elles réinvestissent dans l'économie et on en bénéficie tous. Qu'en penses-tu par rapport à ça, Chris? Est-ce que tu penses que la réussite individuelle, c'est quelque chose qui bénéficie à la société? Moi, je pense que oui. Même en prenant mon cas, de par les entreprises que j'ai créées, les salaires que j'ai distribués, la richesse que j'ai créée, même quand je consomme, tout simplement, ça fait tourner des sociétés derrière. Donc oui, plus j'ai d'argent, plus je consomme, plus je vais dépenser, plus je vais investir, plus au fait, ça va continuer de faire tourner un système. Donc encore une fois, et moi je parle beaucoup de mon expérience parce que le professeur en face ne parle pas de son expérience, parle beaucoup de l'expérience des autres ou des chiffres. Mais j'aimerais bien que sur cette réponse-là, que tu parles de ton expérience et comment tu fais ça. Et moi, qu'aujourd'hui, c'est pas un secret pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, moi, je fais partie de ces gens qui ont acheté notamment beaucoup de crypto-monnaies avant le Covid. Je fais partie de ces gens-là. Et ça m'a permis une explosion. Et bien, c'est cette explosion-là, elle n'est pas restée sur mon compte bancaire. Elle est repartie, en fait, dans la société. Et ça a pu continuer de faire, en fait, fonctionner des sociétés. Et derrière, ça fait de la redistribution, mais ça fait du ruissellement et ça continue. Et même en plus de ça, j'ai investi dans d'autres boîtes. Donc, pour moi, en fait, ça fonctionne comme ça. J'ai fonctionné comme ça et ça continuera de fonctionner comme ça, puisque je m'inspire de ceux qui ont en plus de mes mentors qui font exactement la même chose. Et bon, il faut vraiment, encore une fois, distinguer, moi, je pense, l'expérience individuelle qui est hyper intéressante. C'est-à-dire, vraiment, ton expérience, en plus, m'intéresse. Et je serais très content, par exemple, de t'amener dans ma salle de cours, que tu présentes aux étudiants ce que tu as fait, etc. C'est une expérience individuelle et on peut en trouver d'autres, des expériences individuelles. Mais après, mon métier, c'est d'être économiste. Donc, je regarde quand même la globalité des chiffres. Et là, c'est très simple. Le pari que les plus riches investissent a été fait par notre président de la République, Emmanuel Macron, quand il a réformé l'ISF. Emmanuel Macron, il a dit l'ISF empêche les gens d'investir. Donc, je vais donner aux gens qui payent l'ISF, l'impôt sur la fortune, je vais leur redonner 4 milliards. Donc, je redonne 4 milliards à ces 1% les plus riches. Et avec cet argent, ils investiront. Alors, vous avez toujours des gens qui ont défendu ça. Monsieur Marc Simoncini, qui a créé Mythique, qui en a fait une tribune dans le monde, qui a dit « Moi, je vais réinvestir ». Et peut-être qu'il a réinvesti, c'est très bien. Mais Marc Simoncini, ce n'est pas l'ensemble des gens qui payent l'ISF. Et vous savez, vous avez en France un comité d'évaluation des politiques fiscales qui s'appelle France Stratégie, qui a fait 3 rapports, écoutez-moi bien, 3 rapports pour voir si la baisse d'impôt, l'ISF, s'est transformée en investissement. Et quelle a été la réponse? Non, ça s'est transformé en spéculation. Monsieur Porcher. Parce que vous investissez, je sais pas moi, dans du SP500, du CAC 40, n'importe quoi, vous avez des rendements supérieurs au taux de croissance réel. Porcher. C'est pas moi qui le dis, c'est France Stratégie. Oui, d'accord, c'est pas moi qui dis, c'est France Stratégie. C'est une étude. Monsieur Porcher, j'ai une question simple. On va pas, il faut arrêter à chaque fois, on n'est pas dans votre salle de cours, il faut arrêter à chaque fois de vouloir toujours partir dans des exemples. Non, mais... Avez-vous déjà créé énormément d'argent ou énormément de richesse qui vous a généré de l'argent? Parce que je vais rebondir sur l'ISF. Non, mais alors... Non, cette question, c'est-à-dire... C'est-à-dire? Non, parce que moi... Non, là, parce que c'est facile de dire, oui, ils ont pris l'ISF, ils n'ont pas payé. Est-ce que vous, demain, si vous faites 2, 3, 4, 5 millions et qu'on vous propose un allègement fiscal, vous n'allez pas le prendre? L'argent que vous avez créé, l'argent où vous n'avez pas vu vos enfants, l'argent où, avec votre femme, peut-être ça vous a amené... L'allègement fiscal, c'est une loi. Donc ceux qui le payent ne peuvent pas dire non, je paye. C'est une loi fiscale. Oui, mais comme par exemple on parle de la redistribution sur l'ISF et cet argent n'est pas reparti dans l'économie et que vous en avez profité, c'est l'État. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous-même, dans ce cas-là, je répète, dans le cas où vous avez créé 1, 2, 3, 4, 5 millions et hop, il y a une possibilité de « Ah ben voilà, cet argent ne sort pas ». Pourquoi on va leur en vouloir ? L'argent que vous avez créé. C'est difficile pour un professeur de répondre à ça. Je peux comprendre. Mais non, parce que justement, votre question, elle n'a pas de sens. Non, je vais vous dire, non, mais je vais vous expliquer. En fait,
il y a une mesure fiscale qui a été prise et cette mesure fiscale devait amener à quelque chose. C'est le gouvernement qui l'a prise. Après, je ne pointe pas du doigt ceux qui ont payé moins d'impôts. Ils ont suivi ce qu'a fait le gouvernement. D'accord. Je ne pointe pas du doigt. Mais quand le gouvernement a fait ça, il a vendu aux Français. Et d'ailleurs, beaucoup d'éditorialistes ont recraché la soupe que leur a donnée Macron. C'est-à-dire que quelqu'un comme Nicolas Dose qui vous dit la baisse de l'ISF, c'est un cadeau pour la France. Ben, en fait, les études ont montré que c'était un cadeau pour les 1% les plus riches. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand on a dit qu'il ne faut pas compter sur l'État, encore une fois, moi, je n'écoute pas l'État. Moi, en tant qu'entrepreneur, je n'écoute pas l'État. Tout ce que l'État dit, oui, allègement fiscal. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle? J'ai oublié cette personne-là, Charles Gave, qui avait dit, lorsque l'État vous fait un cadeau, c'est toujours un truc empoisonné. Déjà, premièrement. Et ensuite... Alors, je vais pas... tu devrais pas citer Charles Gave, hein, franchement. Pourquoi? Ah bon, je sais pas, je pense que tu devrais pas le citer. C'est pas le débat, parce qu'on est là pour parler d'argent. Mais c'est juste pour dire. Mais t'as réussi à me perdre, c'est pas mal. Cite un autre exemple quand même, tu vois. Je sais pas, quelqu'un qui a soutenu Zemmour. Je sais pas, en plus, tu viens du 9-3. Ouais. Mais si tu penses que c'est bien, mais Non, c'est non, ton problème, mais c'est pas grave. J'ai pas dit ça. Non, mais il a soutenu Zemmour du poignant. Si tu penses que c'est un bon économiste, tu viens du 93. Il y a d'autres économistes plus sérieux. C'est un bon économiste. Ouais. Pas dit que c'était un bon Charles économiste. Gave. Je ne reprends. Le mec, et encore une fois, tu Est-ce que tu as vu sa fille qu'elle Et mettait encore sur une fois, Twitter? Est-ce que tu as vu C'est un financier. Charles Gave, c'est un financier. Ouais, bon. Tu déplaces C'est un le débat. financier, Charles Gave, pas un économiste. Tu déplaces le débat. Moi, j'étais juste en train de dire. Mais fais attention quand même à tes références, tu vois. Tu viens du 93. Bon. Oui, je viens du 93. Ça ne m'empêche pas. Et parenthèse, ce n'est pas parce que je viens du 93 que forcément je suis obligé d'être centriste et à gauche. Non, Pas une j'ai pas dit obligation. ça, mais Non, non, quelqu'un c'est qui a pas une soutenu obligation, Zemmour, j'ai quand le même. droit d'avoir Quelqu'un mes qui a propres soutenu Zemmour, ça te opinions dérange pas? Pardon? Quelqu'un qui a soutenu Zemmour, ça te dérange pas? Quelqu'un qui a soutenu Zemmour. Ouais, parce que Charles Gave, Non, il ça soutenait c'est quelque Zemmour. chose qui me dérange, mais Ah bon, bah c'est alors voilà. c'est pas. Non, mais je sais pas, il y a d'autres économistes. c'est pas- Peu importe, t'as raison. C'est T'as raison. on est en train encore une fois de déplacer le débat. Non, on déplace les débats. C'est pas ça pour moi le plus Non, parce que important. Charles Gave, tu vois, c'est Non, quand mais- même l'économiste de l'extrême droite. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y, c'est pas grave. Allons-y. Il disait juste, je reprends, je cite. Et il peut dire C'est des ce que choses j'ai dit. justes, ouais. D'accord. Donc, il a réussi à me perdre. Et ça, c'est fort quand même. Non, mais- Vas-y, Chris, C'est-à-dire, vas-y. c'est fort. Tu sais, il faut faire attention était- quand même, tu vois. Ouais, bon. On était sur quoi déjà? On était sur la Charles Gave question de a dit que l'État est mauvais. la Charles Gave a dit que capacité- l'État est Voilà, mauvais. donc l'État est mauvais. Voilà, on était sur l'État est mauvais. Pour moi, faut pas écouter l'État en fait. C'est la providence, c'est soi-même. Aussi simple que ça. Donc oui, l'État a dit aux Français, les Français ont écouté, mais pourquoi vous avez écouté? Moi, j'écoute pas. Je n'écoute pas. Moi, je suis concentré sur la création de richesse. Je suis concentré sur qu'est-ce qui est dans mon assiette. Non, mais pas c'est sur pas le- ça que je disais. C'est pas Pour ça toi, que je disais. l'État ne veut pas notre bien. Pardon? L'État ne veut pas notre bien. Non, je vais pas. Non. Non, mais je pose la question. Non. Je vais pas aller jusque là. Je vais mettre de l'eau dans mon vin tout de suite pour pas me faire attaquer Ah, non, mais c'est là-dessus. pour ça que je te- Ayant je te grandi pose à la Aulnay question. sous bois dans le 93, fils d'immigrés, d'accord, je suis bien content que l'État a aidé mes parents dans les moments où il fallait les aider. Je suis bien content d'avoir eu l'école gratuite. Parenthèse, aujourd'hui j'habite en Suisse. J'ai mes enfants qui sont en train d'étudier. Il faut acheter des livres scolaires. Moi, je ne sais pas ce que c'est d'acheter des livres scolaires. Là où j'ai grandi, on n'achète pas de livres scolaires. Là, j'ai pris une gifle en apprenant à l'université. Ah, il faut acheter des livres scolaires. Donc moi, je suis bien content qu'aujourd'hui, le fait que l'État a pu aider les gens dans les endroits d'où je suis venu, c'est parfait. Mais après, c'est pas juste. Il faut se reposer dessus. Et il faut aller. Donc, je suis pas d'accord que l'État veut pas notre bien. Là-dessus, non. Par contre, je vais pas non plus attendre sur l'État pour me sauver. Surtout dans un contexte où aujourd'hui, il y a rien qui est fait. On tape de plus en plus sur les classes moyennes. Elles ont de moins en moins d'argent. L'inflation, tout est fait pour donner, je veux dire, aux investisseurs, aux entrepreneurs du côté dans lequel je suis. Donc non, en fait, je vais savez, vraiment pas attendre sur l'État. Je vais vous dire une chose là-dessus. Après, Et je pose la question quand même à toi. Tu dis ce que tu veux avant, mais est-ce que l'État, on doit écouter l'État? Est-ce que l'État est là pour notre bien? Bah, écoutez, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, d'innovation, de forte innovation, force est de constater que les très grandes innovations de rupture ont toujours été faites par l'État. On a envoyé des fusées dans l'espace parce que l'État a décidé de le faire. On a fait un GPS parce que l'État a décidé de le faire. On a fait le TGV, la fusée Ariane, même le Concorde, qui a été un échec, mais parce que l'État a décidé de le faire. On a fait du nucléaire parce que l'État a décidé de le faire. Et aujourd'hui, les pays qui innovent le plus, c'est des pays comme la Chine, où l'État est très présent. C'est des pays comme la Corée du Sud, où l'État est très présent. Et même aux États-Unis. Les États-Unis, vous savez ce que disait un économiste, Fitoussi? Les États-Unis, c'est les plus grands formateurs de doctrine à usage externe. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, l'entrepreneur,
Mais quand il faut faire un chèque, les chèques qu'ils ont fait à Tesla, les chèques qu'ils ont fait à SpaceX, les chèques qu'ils ont fait à SolarX, les subventions qu'ils leur ont données, les avantages qu'ils leur ont donnés, c'est des choses qu'on n'a jamais su faire chez nous en France. Et vous savez, en France récente, pas en France avant. Et vous savez, aujourd'hui en Europe, le grand malheur, c'est de dire on a besoin d'entrepreneurs. Oui, mais l'entrepreneur, sans en amont de la chaîne d'innovation des gens qui vont prendre des risques et investir, il ne fera rien. Les Américains ont des super entrepreneurs parce qu'ils ont fait des super investissements. Les Chinois ont des super entrepreneurs parce qu'ils ont fait des super investissements. Quand vous voyez le plan de la Chine dans le solaire, dans le digital, l'argent qu'ils ont mis dans les voitures électriques, et vous regardez le résultat aujourd'hui, ça c'est un État stratège. Et nous, qu'est-ce qu'il dit notre État ? On a 5,4 de déficit, il faut qu'on descende à 4,6. Voilà ce qu'il sait faire, c'est la seule chose qu'il sait faire. Son objectif final, réduction des déficits. Investissement, vision de long terme, rien du tout. Toutes nos innovations datent d'avant 80. Mais réveillons-nous, TGV, nucléaire, tout date d'avant 80. Aujourd'hui, même dans les trucs qui marchent bien, on n'est pas capable de faire un chèque pour dépasser les États-Unis. C'est ça le vrai problème. Quand on était sur le digital, qu'est-ce qu'on a fait d'Alcatel ? Premier sur la fibre optique dans les années 90. On a fait quoi d'Alcatel ? Premier sur la fibre optique. On l'a vendu. C'est marrant, hein, on est bon, hein, on l'a vendu. J'aimerais qu'on termine ce débat sur... On parle d'argent aussi, hein, pas trop d'économie, de concept, de si... justement, et le gouvernement. c'est ma dernière question. Ma dernière question, c'est si l'argent devait être un facteur totalement écarté, ou en tout cas on le met pour tout le monde de la même manière, quels seraient les autres critères ou capacités de réussir ? Est-ce que c'est le statut ? Est-ce que c'est l'appréciation des gens ? Est-ce que c'est la qualité de ce qu'on produit ? Est-ce que c'est l'héritage qu'on laisse ? Quelle est la définition de la réussite si l'argent ne devait pas rentrer dedans ? Il faut vraiment, encore une fois, revenir à ce qui est la réalité des chiffres. En France, 6e ou 7e puissance mondiale, Avant. quand vous gagnez 5 000 euros, vous êtes dans les 5% les plus riches. Quand vous gagnez 10 000 euros, vous êtes dans les 1% les plus riches en termes de revenus. Bravo. C'est ça la France. Quand vous gagnez 3 000 euros net, vous êtes dans les 10% les plus riches en termes de revenus. Donc voilà ce que c'est à peu près les revenus, parce que là on parle de réussite, etc. La France, c'est un pays où le premier facteur pour devenir milliardaire, le premier facteur, c'est l'héritage. C'est ça. On est plus dans l'héritocratie que la méritocratie. Encore une fois, c'est les chiffres qu'ils disent. Donc, si un élève te dit comment on devient milliardaire, tu dis qu'ont fait tes parents. S'ils n'ont pas réussi, On n'est pas obligé de engueule-les. devenir millionnaire. Millionnaire, Non, mais- c'est très bien. Millionnaire, on est sur des proportions à peu près pareilles, un peu moins fortes, mais quasiment les mêmes. C'est 55%. 55% des personnes qui deviennent millionnaires, leurs parents l'étaient. Voilà. Et encore une fois, vous vous focalisez sur le mauvais verre. Non, non, non. 55%. Non, non. Donc il y a 45 qui, eux, ont travaillé. Ouais, je tout te à fais fait. pas dire. Tout à fait. Par des achats d'immobilier, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, mais 45% qui ont travaillé. Donc la méritocratie, elle existe. Alors, il faut faire attention parce que après, par exemple, Monsieur Bernard Arnault est devenu milliardaire, mais il n'est pas né milliardaire. Il avait 25-30 millions d'euros. Tu vois, mais il faut aussi avoir en tête qu'il est plus simple. Par exemple, quand tu as 25 millions d'euros, d'avoir 100 millions d'euros, ou quand tu as 700 000 euros, d'avoir 2 millions d'euros, notamment juste en achetant des appartements dans les 30 dernières années où l'immobilier a beaucoup augmenté. Par contre, si tu nais avec pas de patrimoine, comme à peu près 45% de la population française, là, ça va être difficile. Ça va être plus difficile. Mais pas impossible. Non, pas impossible, bien sûr, mais plus difficile. Tu sais, il y a des forces, Oui, mais il il y faut a des pas être constantes. défaitiste. Ah non, je suis pas défaitiste. Ouais. Je regarde les statistiques avec froideur. Et du coup, le travail ne paye pas assez. Comment ? Le travail ne paye pas assez. Le travail en tant que salarié ? Ouais. Le travail en tant que salarié, non, ça c'est une prison, c'est un truc qui permet de vivre et de payer ses factures. Mais à un moment donné, si on veut accéder et faire partie des 45% qui, eux, sont devenus millionnaires, il va falloir commencer à créer des choses. Il va falloir commencer à apporter de la valeur. Je le répète encore une fois, que ce soit de la valeur aux humains, que ce soit de la valeur à un système, que ce soit de la valeur à quelque chose qui permet de faire avancer le système. La question que tu avais posée tout à l'heure, c'était s'il n'y avait pas l'argent, comment on laisserait sa trace, c'est ça ? Comment Exactement. Quel est le facteur critère de réussite si ce n'est pas critère l'argent ? de réussite, voilà. Donc si c'est pas l'argent, on n'a pas eu sa réponse. Qu'est-ce qui fait qu'on se couche le soir fier Et y a- donc y a- pour moi, non, c'est la question mais- de son compte en banque. Pour moi, il y a principalement, si c'est pas l'argent, c'est ce qu'on laisse, l'héritage. Vraiment, ce qu'on laisse. Quand aujourd'hui, on est tous contents d'avoir comment je peux dire, une voiture qui fonctionne, c'est bien parce que tu as des Allemands qui se sont énervés il y a bientôt 100 ans, ou un Américain qui s'est énervé aussi il y a à peu près une centaine d'années.
Et tout ça, ça a pu profiter à tout le monde. Et c'est toujours comme ça dans l'ingénierie, puisque j'ai étudié aussi en école d'ingénieur, c'est toujours comme ça, c'est des choses qui ont profité aux autres, et puis hop, et on les améliore, ça profite à tout le monde. Donc ça c'est de l'héritage. C'est quelque chose que quelqu'un a créé, c'est de l'héritage, c'est pas forcément quelque chose de direct. Donc c'est ce qu'on laisse, principalement, l'impact qu'on a sur la vie des gens, et là on peut bien dormir. Si ce qu'on laisse, ça a de l'héritage, on a de l'impact sur la vie des gens, qu'on change la vie des gens et qu'on résout les problèmes des gens, en fait, mathématiquement, le quatrième, l'argent va suivre. Et c'est comme ça que je vois la chose. Non, mais moi je pense que l'héritage ne se mesure pas de manière financière. Je vais vous donner un exemple très simple. Je parlais pas d'héritage Non, justement, financier. il parlait pas d'héritage financier, là. Il parlais pas de- d'héritage financier. D'héritage d'innovation. Innovation, voilà, je parlais de On ça. va faire même plus simple. Moi, quand j'étais jeune, je faisais du karaté. J'ai même été champion du 93. Bravo. Voilà. Le professeur qui m'a enseigné le karaté, même si aujourd'hui il m'en reste que quelques rudiments, le jour où il va mourir, il m'aura laissé un héritage immense. Toute ma vie, je veux dire, pendant le Covid, on s'est réécrit. C'était un prof à Villepinte, un très bon prof, qui a formé qui a sorti vraiment, qui a formé des champions du monde dans ce club, qui a sorti des gens. J'ai un professeur que j'ai eu à l'université, qui m'a marqué, qui a été indéniablement pour moi un vecteur vraiment d'intérêt, de motivation. Il est mort cet été, il m'a laissé un héritage qui n'est pas mesurable et qui est là. Et vous voyez, tu vois, il y a un de tes collègues qui est un de mes anciens étudiants. On a parlé juste avant. Il m'a dit, j'ai adoré ton cours. Tu étais un des seuls profs que j'aimais. Bah là, c'est un héritage qui n'a pas de valeur et qui a une vraie valeur, on va dire, immatérielle et qui n'a pas de valeur matérielle. Donc, tu vois, l'héritage qu'on laisse, il n'est pas que financier. Et il est dans ce qu'on fait chaque jour. Tu vois, un médecin qui a vu tant de patients, il a laissé, il a marqué des gens, etc. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est que dans nos sociétés, on mesure uniquement, ou beaucoup trop en tous les cas en ce moment, la réussite à quelque chose de pécunier. On a besoin de l'argent pour vivre. On a tous envie de sortir des soucis d'argent, on est d'accord. Mais après, avoir comme seul moteur... Donc pour toi, il y a un niveau d'argent Il y a toujours un niveau d'argent parce dans que, lequel... parce que tu gagnes pas loin de 4 000 euros ou 5 ou 6 000 euros. Tu habites dans Paris, donc tu as un certain niveau de vie. Et donc, vouloir au moins ton train de vie, ça va, ça, c'est pas méchant. Ah, mais moi, j'ai toujours défendu... Alors, je vais vous le dire tout de suite. Un cadre aujourd'hui, un cadre... Parce qu'on a toujours dit que les cadres, c'était les gagnants de la mondialisation. Et là, vous regardez les chiffres, ils sont encore disponibles sur l'INSEE. Un cadre, aujourd'hui, a un pouvoir d'achat plus faible qu'en 1996. C'est-à-dire qu'un mec qui a fait 5 ans d'études, qu'on a vu comme un gagnant de la mondialisation, il a un pouvoir d'achat plus faible qu'en 96. Écoutez-moi bien, c'est scandaleux. Voilà. Et parce qu'un cadre résout Voilà. quel problème? Il apporte quelle valeur au système? Ah bah, Moi, je suis focus sur la création de richesse et sur la résolution de problèmes. Les amis, on va conclure parce que. Tu as parlé du TGV, il faudra demander au cadre de la SNCF. Mais les cadres de la SNCF, ils gèrent une boîte et ils n'ont pas créé le TGV. Si vous devez résumer en un mot, en une punchline, en un petit trait d'esprit, l'idée que vous voulez que les gens retiennent de votre position dans ce débat, ça serait lequel? Alors moi, je dirais, il faut absolument, pour qu'on vive dans une société qui se porte bien, où il ne peut pas y avoir que des gens qui gagnent des millions en faisant des vidéos YouTube, ou des gens qui gagnent des millions en faisant des plus-values, et qui vous expliquent qu'on fait cette plus-value parce qu'on se lève tôt le matin, et qu'on a une morning routine, et qu'on se met la tête dans de la glace, et qu'on fait 5 minutes de gym. Ça ne peut pas être une société viable, ça. Dans une société, on a besoin d'avoir des gens qui ont des métiers différents. Donc moi, je dirais aux gens, la première des choses, c'est interroge-toi sur ce que tu veux faire dans la vie. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, j'appelle de mes voeux à une société où on rémunère beaucoup mieux les gens qui ont une utilité sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on pousse ces gens-là au dégoût. Voilà ce que je pense. En quelques secondes, je formulerai ça par l'idée suivante. On est toujours seul. Déjà sur cette terre, on est toujours seul, même si on est en famille, mais on est seul, on meurt seul. Et pour moi, la principale façon, comment je veux qu'on retienne la chose, c'est il faut en vouloir. Il faut en vouloir. Et ça sert à rien de compter sur les gens, ça sert à rien de compter sur l'État, d'être focus sur soi-même, sur la création de richesse. Oui, ok, des youtubeurs qui gagnent de l'argent, ok, mais il faut savoir être aussi un peu nombriliste. Si aujourd'hui un youtubeur peut gagner plusieurs millions parce que oui, il apporte encore une fois sa valeur à la société, bah pas de problème, si vous voulez le faire, faites-le. Mais juste se concentrer encore une fois, et ça c'est vraiment mon mindset, toujours se concentrer sur le verre à moitié plein. Pas dire qu'il est à moitié vide, il est à moitié plein. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut investir? Comment on peut se déterminer? Et pourquoi pas arriver à dégager des super dividendes? C'est pas un problème. C'est juste que
il faut le faire. Et encore une fois, être dans la posture de oui, il faut redistribuer de l'argent, oui, l'État doit faire ci pour ça, pour les gens. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, si je regarde ma vie ou si je regarde la vie des entrepreneurs que j'ai autour de moi, oui, je me lève beaucoup plus tôt, oui, je travaille beaucoup plus fort, oui, je suis beaucoup plus déterminé, oui, je bouge beaucoup plus dans la société. Et c'est normal que la société, l'ensemble, me rémunère à hauteur beaucoup plus que les autres. Et je veux pas quelqu'un qui est en attente de l'État, je veux pas quelqu'un qui soit en attente de ses allocations, qui soit en attente d'être aidé, puisse être payé au même niveau que moi. Jamais de la vie. Ouais, mais est-ce que tu peux comprendre que tout le monde n'a pas envie d'avoir cette vie-là? Eh ben, Moi, dans je ce, comprends dans, que ta dans vie, ce elle- cas-là, voilà. qu'ils ne se plaignent pas de ne pas avoir d'argent. Dans ce cas-là, qu'ils ne se plaignent pas de galérer. Dans ce cas-là, qu'ils ne se plaignent pas de prendre un gilet jaune et de sortir dehors et de dire « j'arrive pas à payer mes factures ». Parce que moi, je suis passé par ces moments de galère-là. Et pour autant, ben, je me suis pas démonté. Et aujourd'hui, ça a payé. Donc, il faut que ça paye. Donc, il faut être déterminé et il faut aller de l'avant. Donc pour toi, les salaires sont déterminés vraiment à ce que tu rapportes. Pour moi, je vais pas Et pourquoi encore les une salaires fois me pleurer pour dire je suis pas assez payé. Je vais me poser la question qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent. Aussi simple que ça. Non, parce je vais que- pas je vais pas aller dire je suis une infirmière ou je suis un médecin, je gagne pas assez. Well done, ça c'est un fait. Le verre il est à moitié plein. Et pourquoi ils gagnent pas bien? Mais Pourquoi c'est- ils gagnent pas bien? Moi, Vas-y, je suis vas-y, pas va au bout Monsieur du- Chiffre. Pourquoi ils c'est gagnent toi. pas bien? Monsieur Chiffre, c'est toi. Mais pourquoi? Toi, ton rôle dans ta vie, c'est d'expliquer ce que les gens ils font. Moi, mon rôle, c'est de faire les choses et créer de la richesse pour que tu expliques pourquoi moi j'ai fait de l'argent. Alors, je pense pas que ce soit ça parce que tu vois. Non, je pense pas que ce soit ça puisque ton argent ne me finance pas. Tu vois. Les amis, on va se quitter sur ce bon mot. Merci Thomas, merci Chris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à nous indiquer en commentaire qui vous aimeriez voir la prochaine fois dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous, on reprend très vite les vidéos en studio. Salut!